Je voulais vous dire bienvenue à ce 14e déjà dîner d'apprentissage en itinérance organisé par le CREMIS. Puis pour celles et ceux qui ne connaissent pas, le CREMIS, c'est le Centre de recherche de Montréal sur les inégalités sociales, les discriminations et les pratiques alternatives de citoyenneté. C'est un centre de recherche en milieu de pratique situé au sein du CIUS Centre-Sud de l'île de Montréal. Puis pour rappel, la programmation des dîners d'apprentissage, son objectif, c'est de poser un regard critique et de faire connaître différents outils et contenus développés par notre centre de recherche pour soutenir l'intervention en itinérance. Euh, Comme vous le savez déjà, la rencontre d'aujourd'hui va porter sur les savoirs expérientiels puis leur intégration dans l'action. On a aussi la présence significative de gestionnaires et de professionnels de la santé et des services sociaux et de personnes porteuses d'un savoir expérientiel, que ce soit des parents aidants ou des experts de vécu. Bienvenue tout le monde. J'ai aussi remarqué que les participants venaient principalement d'organismes communautaires, du réseau de la santé et des services sociaux, puis du milieu universitaire et de la recherche, avec une présence notable quand même de structures qu'on pourrait dire hybrides, donc des chaires, des observatoires, des services aux collectivités. Donc pas mal de personnes qui sont assises sur plusieurs chaises en même temps. Et c'est super parce que l'objectif des dîners d'apprentissage, c'est le croisement des savoirs. Puis j'espère qu'on va pouvoir bénéficier de votre contribution pendant le dîner. Sans plus tarder, je passe la parole à Myriam Rouleau-Pérez pour prendre le relais de l'animation du dîner d'aujourd'hui. Alors, bonjour Naomi, bonjour à tous. Il y a une belle participation, alors ça va être riche. Alors, je me présente, mon nom est Myriam Rouleau-Pérez, je suis organisatrice communautaire en CLSC depuis de 25 ans déjà dans le secteur de Montréal, plus précisément au CLSC de Saint-Henri, euh, qui est maintenant devenu un CIUS, on est dans Santé Québec. Je travaille en développement des communautés avec les populations, les concertations et sur plusieurs projets collectifs par et pour les personnes concernées par leurs besoins et problématiques. Alors, ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui pour animer cette rencontre. Comme il a été mentionné aujourd'hui, on va aborder plus précisément le sujet qui vous intéresse, qui est les savoirs expérientiels et leur intégration dans les milieux de pratique. Dans les dernières années, on assiste à une reconnaissance plus formelle, bien que ça existe depuis longtemps, les savoirs expérientiels dans les milieux populaires, les milieux communautaires sur le terrain. Mais ces savoirs expérientiels-là sont de plus en plus reconnus dans certains milieux, dont le réseau de la santé, le milieu communautaire. Puis ça prend la forme de différentes actions, comme bon, on va recruter des parents au sein d'équipes d'intervention, on va intégrer des patients partenaires, on va mettre sur pied des comités d'experts de vécu pour alimenter différents projets. Alors aujourd'hui, on va en entendre parler, on va entendre le terrain et le regard un peu plus de recherche pour savoir comment l'intégration de ces savoirs expérientiels se passe dans les milieux, comment elle évolue, elle a évolué au fur des dernières décennies, puis comment on peut s'en inspirer, comment ça peut vous inspirer et nous inspirer en lien avec l'intégration de ces savoirs. On va aussi avoir des indices sur les conditions à mettre en œuvre pour assurer il y ait une reconnaissance pleine et entière et réelle de ces personnes. Alors, on a trois panélistes aujourd'hui. Baptiste Gaudry, qui est professeur à l'École de travail social à l'Université de Sherbrooke, qui est membre du CREMIS, qui va nous faire une présentation. Il y a aussi Josiane Daigle, qui est directrice du Centre d'intervention jeunesse des Mascoutins et Coins de rue, région de Saint-Hyacinthe. Et finalement, Mélodie Talbot, qui est organisatrice communautaire à l'Association québécoise pour la promotion de la santé des personnes utilisatrices de drogue à Montréal, qui est aussi une personne avec des savoirs expérientiels. Alors, petit rappel sur les objectifs aujourd'hui d'apprentissage du webinaire. Aujourd'hui, on veut un peu comprendre l'évolution de l'histoire de l'intégration des savoirs expérientiels dans les milieux de pratique et au fil des dernières décennies. On souhaite aussi reconnaître les potentiels et les défis que pose l'intégration de ces savoirs dans les milieux de pratique, tant en milieu institutionnel que communautaire. Et puis, identifier des pratiques qui favorisent la reconnaissance des savoirs expérientiels et les leviers pour déployer la capacité d'action des personnes qui les détiennent dans les différents milieux.
Alors, on va avoir quatre principaux blocs. Donc, le premier bloc, on va laisser la parole à nos panélistes. Donc, ça va être, je dirais, le bloc le plus important. On leur accorde un bon 15 minutes chacun. Donc, on va écouter. Je vous invite à prendre des notes, des questions. Si on a des questions, notons-les. Si on a des commentaires, notez-les. Il y aura une période à la fin où on vous laisse la parole, mais on ne prendra pas là, de parole au fur et à mesure. Donc, notez et écrivez vos commentaires et questions. La deuxième partie, je vais m'échanger un petit peu avec des questions avec nos panélistes autour d'une table ronde. Puis, comme je vous disais, la dernière partie, on vous donne la parole. Et je vais prendre l'aide de Naomi puis de mes collègues pour bien gérer la prise de parole. Donc, voilà comment ça va se passer jusqu'à 1h30. Donc, on sera ensemble pour 1h30 ensemble. Alors, sans plus tarder, je cède la parole à Baptiste Gaudry, professeur de l'École de travail social de l'Université de Sherbrooke et membre du CREMIS. À toi, Baptiste, la parole. Merci Myriam, merci à l'équipe du CREMIS, ça fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous. Quelques mots effectivement, avant même d'arriver sur les savoirs expérientiels, puisque avant d'arriver là, je voulais vous parler de participation, et dès lors qu'on parle de participation, on se réfère souvent à une conceptualisation. Et ici, Naomi, tu pourrais partager la première slide, à une conceptualisation de Sherry Arnstein. Sherry Arnstein, c'est une sociologue états-unienne qui, en 1969, a pensé la participation sur une échelle de redistribution du pouvoir aux citoyens-citoyennes. Et pour Arnstein, il s'agit d'une part d'éviter le tokenism, donc une participation symbolique, en référence souvent aux promesses trahies de la participation, où on assure aux personnes que c'est important de participer, mais les personnes jouent un rôle de figurant. Et elle pense cette échelle dans un contexte aux États-Unis de programme top-down, de planification urbaine, de lutte contre la pauvreté, où la participation se résume davantage à de la figuration que de la prise en compte véritable. Et d'autre part, elle est dans les années 60 aux États-Unis dans un contexte de mouvements sociaux, de mobilisation collective qui ont permis des acquis sociaux importants, politiques importants, que ce soit les survivants de la psychiatrie, des personnes en situation de handicap pour la santé sexuelle et reproductive, ou encore les mouvements pour les droits civiques. Et donc, elle fait du contrôle citoyen, de l'émancipation de la tutelle des experts, la finalité ultime de la participation. Si on regarde ça 50 ans plus tard, puis tu peux aller à la deuxième slide, merci Naomi, on peut noter plusieurs différences avec la manière dont aujourd'hui on pense la participation. Premièrement, la participation, c'est plus simplement une exigence citoyenne ou des milieux communautaires autonomes ou de mouvements sociaux. Elle est devenue, dès le début des années 2000, promue par le haut dans des politiques publiques internationales, nationales ou provinciales, en santé, services sociaux. Dans ce qui est qualifié dans la littérature sur la participation, parfois d'injonction à la participation. C'est-à-dire que c'est une participation qui est appelée dans les discours, mais sans toujours donner les moyens pour soutenir cette participation et sans toujours donner un pouvoir décisionnel aux citoyens et citoyennes, malgré les prétentions qui sont parfois affichées de co-construction. Il peut expliquer que des fois, il y a vous allez voir avec cette idée d'échelle de la participation où on vise le contrôle et le pouvoir décisionnel avec des formes de participation qui ne la visent pas nécessairement. Donc ça peut expliquer que des fois, il y a des enjeux d'incompréhension selon les milieux. Deuxième élément de différence par rapport à cette conceptualisation que je présentais à l'instant, l'extension de la participation à de multiples sphères. Aujourd'hui, on parle de la participation en recherche avec des co-chercheurs usagers, patients, dans la formation initiale et continue des professionnels de la santé et des services sociaux, dans l'organisation des services, c'est-à-dire dans la gouvernance même de nos organisations, qu'elles soient institutionnelles ou communautaires, dans des participations dans des comités de suivi, de la représentation usagère dans les programmes, et dans l'intervention, dont une des multiples formes est effectivement la pérédance ou les travailleurs, travailleuses pairs, ou encore la reconnaissance de la figure des experts d'expérience. Troisième différence avec la conceptualisation proposée par Einstein, l'objectif de la participation aujourd'hui, c'est pas toujours de prendre du pouvoir. La participation est pensée comme un continuum, et c'est ce que vous avez ici affiché, donc au lieu d'être vertical, c'est quelque chose qui est davantage horizontal, où on mobilise des méthodes participatives de manière pertinente ou en adéquation avec des finalités. Donc, la consultation n'est pas toujours discréditée, l'information n'est pas toujours discréditée a priori, ça peut être une démarche plus coûteuse pour connaître l'expérience de personnes usagères des services. Comme si on a des moyens, du temps et les outils adéquats, on peut s'engager dans des démarches plus exigeantes de co-construction, qui ici sont davantage formulées comme étant de la collaboration, mais on pourrait remplacer par co-construction. Tu peux arrêter le partage ici. Merci. Quatrième différence,
Et avec peut-être une idée quand même qu'on peut choisir différents moyens de participation, mais ce qui va être important, c'est la transparence sur le degré du pouvoir décisionnel qu'on accorde ou non, et sur la cohérence entre ce qui est annoncé et les moyens qu'on a pour soutenir le type de participation. Quatrième différence par rapport à Einstein aux années 60-70, c'est une différence de terminologie. On ne parle plus de s'appuyer sur les propos, sur les croyances, sur les savoirs profanes. On ne parle pas d'entendre les opinions, les paroles de personnes. Le discours participatif qu'on a aujourd'hui, il associe l'idée d'intégration des savoirs expérientiels pour améliorer la qualité des soins et des services. Et ça, c'est relativement nouveau. Le terme de savoir expérientiel, il est ancien, il est utilisé dans la littérature sociologique, notamment par Thomasina Borkman en 1976, c'est une des premières occurrences du terme, mais disons qu'il s'est généralisé, il a vraiment explosé à partir des années 2000 et il est maintenant mentionné directement dans les politiques publiques en santé et services sociaux. Alors, je vais ici poursuivre sur ces fameux savoirs expérientiels et je vais nommer quelques écueils qu'on aura l'occasion, bien sûr, de développer avec les panélistes et la discussion. Premier problème, déjà, c'est un problème parfois conceptuel qui est attaché à cette idée de mobilisation des savoirs expérientiels. C'est l'indéfinition du terme savoir expérientiel. De quoi est-il question? Moi, je lis toutes sortes de choses sur ça. Parfois, on dit il faut entendre ce que les personnes ont vécu, leur expérience des soins, leurs témoignages, leur avis sur les services, leur satisfaction, parfois dans des visions un peu plus gestionnaires où on s'intéresserait à l'amélioration continue de la qualité. Or, expérience vécue, expression du point de vue, ça ne correspond pas nécessairement à l'identification et à la valorisation de savoirs expérientiels. Il y a plusieurs travaux en sciences humaines et sociales qui conceptualisent les savoirs expérientiels, et notamment ceux qui sont détenus par les membres de groupes minoritaires ou ayant des savoirs expérientiels rares, je reviendrai sur ça si vous avez des questions, comme des savoir-dire, des savoir-faire, des savoir-être, qui sont élaborés à partir de situations, problèmes qui sont récurrents dans la vie des personnes. Donc, situation, problème, je vais développer ça. Ça peut être face à des normes médicales dominantes, face à la difficulté de se déplacer dans un monde fait pour les valides quand on est en situation de handicap et notamment en fauteuil roulant. Ça peut être le fait de subir des violences sexistes et sexuelles dans l'espace public. Si je prends ce dernier exemple, ralentir son pas, faire semblant de chercher quelque chose dans son sac, traverser la rue pour ne pas croiser quelqu'un, ne pas emprunter tel chemin de retour à son domicile la nuit, analyser l'environnement avec vigilance, faire semblant de parler au téléphone pour ne pas se faire aborder, ce sont des savoirs expérientiels mis en œuvre par des femmes, des personnes de la diversité sexuelle et de genre notamment, et liés à la vie ou à la survie dans un univers sexiste patriarcal. Ce sont des savoirs qui sont développés individuellement par essai-erreur, individuellement parce qu'ils sont des savoirs spécifiques à la situation des personnes, à leur santé, à leur corps, à leur situation sociale particulière, à la vie dans un environnement particulier, est-ce qu'il est dangereux le soir ou pas, etc., etc. Mais aussi développés collectivement, souvent dans des espaces de socialisation informels où on peut échanger entre personnes qui vivent des réalités similaires, ou dans des collectifs plus structurés, comme le milieu communautaire ou des programmes de formation comme l'est le programme de formation sur les pères aidants, car les personnes précisément font face à des difficultés qui sont systémiques, parce que ces difficultés sont en bonne partie liées à des rapports sociaux inégalitaires. Dans ces espaces collectifs, les personnes peuvent partager leurs expériences de vie, parfois en contrebalançant aussi leur expérience avec celle d'autrui, et aussi en se décollant de leur expérience, en l'enrichissant par la mutualisation des expériences, identifier des savoir-être, des savoir-dire, des savoir-faire qui ont une efficacité dans leur vie, qui leur permettent par exemple de naviguer, de mieux naviguer pour accéder à des services, par exemple. Et on peut dire que la figure de la pérédance ou de l'expertise du vécu, sur laquelle on va revenir, c'est une étape de plus. C'est la capacité de certaines personnes à accompagner des personnes ayant vécu des situations similaires et de les aider à identifier leurs propres ressources développées au fil de leur parcours de vie. Donc, la pérédance, là, voilà, pour le dire rapidement, c'est pas juste parler de son vécu, c'est pas bien sûr plaquer son vécu. On est dans une forme d'expertise relativement à l'identification, à la mobilisation de ses propres savoirs expérientiels dans l'accompagnement vers un mieux-être d'une autre personne. Vraiment très rapidement, puis bien sûr, mes collègues vraiment pleinement dans le sujet pourront élaborer davantage. Ce qui est important de noter, c'est que les savoirs expérientiels ne sont pas toujours positifs, il y en a qui sont adaptatifs. Prendre de l'alcool pour contrôler ses symptômes de problèmes de santé mentale, ou savoir quoi dire et faire pour ne pas attirer la violence du conjoint, ça permet la survie, mais ça ne permet pas l'épanouissement. Alors, ces savoirs expérientiels, ce qui est intéressant de noter, c'est que des professionnels, des universitaires, peuvent les avoir développés.
Et donc, ça permet de sortir aussi d'une conception essentialiste des savoirs, où il y aurait une assignation d'un type de savoir à un acteur particulier, ce qui aboutirait un peu au cloisonnement. Les universitaires ont des savoirs universitaires, les professionnels des savoirs professionnels, et les personnes usagères ou les citoyens-citoyennes des savoirs expérientiels. Et en fait, non, les intervenantes sociales ont également des savoirs expérientiels, notamment parfois clairement explicités dans le milieu communautaire, issus de situations sociales telles que la précarité financière, le deuil, la violence, les problèmes de santé physique et de santé mentale, l'immigration et la navigation, l'utilisation de ressources communautaires ou institutionnelles. Et ces savoirs expérientiels, ils peuvent être aussi mobilisés de manière pertinente dans leurs accompagnements sociaux, même si dans la formation au travail social, je prends cet exemple, ce sont pas toujours, c'est pas toujours identifié comme des ressources, mais plutôt comme des sources de danger ou de biais, et qu'il y a un tabou à les mobiliser, notamment dans le réseau de la santé et des services sociaux. Qui m'amène à un deuxième enjeu relatif à la mobilisation de ces savoirs expérientiels dans des organisations, qu'elles soient communautaires ou institutionnelles, c'est ce que j'appelle leur institutionnalisation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire leur institutionnalisation? Ben, l'institutionnalisation, c'est quelque chose de positif, c'est la reconnaissance, la légitimation de savoir qui était parfois ignoré ou dévalorisé par le passé, qui pose aussi quand même la question parfois de la gratuitisation du rôle qu'on va donner à certaines personnes ou de leur rémunération. C'est aussi parfois bénéficier, bien sûr, de ces savoirs expérientiels pour pointer des angles morts, des services, des pratiques, de cadres professionnels et aussi confirmer certaines bonnes pratiques. En revanche, il y a aussi une face négative à cette institutionnalisation, c'est la possible neutralisation de savoirs critiques ou la réduction de la marge de manœuvre des personnes qui les mobilisent. Parce que ces savoirs expérientiels, comme je disais, ils peuvent être vus aussi comme des arts de la résistance. C'est des savoirs qui existent souvent pour combler un écart entre l'expérience du monde minoritaire et l'expérience du monde ordinaire, qui est celle que je fais à beaucoup d'égards, celui de la norme. C'est le cas du savoir se déplacer en fauteuil roulant dans les transports en commun et en ville dans un univers validiste. C'est le cas aussi des savoirs transmis sur la santé des femmes, non reconnus dans des espaces professionnels médicalisés, parfois sur le cycle menstruel, sur l'accouchement ou sur les douleurs chroniques. En travail social, il y a beaucoup d'autres exemples. Il peut s'agir aussi de la circulation informelle de l'information entre usagers ou de savoir partagé hors des institutions sur les droits, les failles du système, les moyens de les surmonter. Par exemple, va voir plutôt tel TS ou va voir plutôt tel service ou telle urgence, mais ne te présente pas à telle urgence. Donc, des espèces de trucs et astuces pour mieux survivre ou essayer de naviguer tant bien que mal dans un système complexe et qui peut faire vivre de la violence. Ça peut être aussi le cas de personnes précaires ou migrantes qui font un usage stratégique du langage médical et qui intègrent certains mots-clés biomédicaux pour donner de la crédibilité à leur souffrance. Ils vont utiliser les mots dépression, anxiété, burn-out, alors qu'ils vont garder une interprétation personnelle de leur mal-être qui ne se fait pas nécessairement dans ces termes-là. Donc, on peut voir beaucoup de ces savoirs que j'ai mentionnés avec le politiste qui s'appelle James Scott, comme des arts de la résistance qui permettent de composer avec différentes dominations, souvent par des stratégies individuelles ou collectives. Ça peut être des stratégies de résistance, d'adaptation, de contournement ou de négociation pour maintenir une forme d'autonomie et de dignité face à ce qui peut être vu comme des violences, vécues comme des violences, pas simplement vues, ou je disais, différentes situations dans lesquelles on est mis en difficulté. Ces savoirs relèvent de l'infrapolitique, c'est-à-dire d'un ensemble de pratiques politiques discrètes, ordinaires, non déclarées, par lesquelles des groupes dominés résistent à un ordre social sans entrer directement dans une confrontation ouverte. Et donc, précisément, certains de ces savoirs expérientiels, ils sont protecteurs, ils donnent cette marge de manœuvre au groupe, aux personnes des groupes, parce qu'ils sont cachés. Dès lors qu'on va chercher à les intégrer dans des institutions, à les expliciter, à les intégrer, leur dévoilement peut exposer les personnes, premièrement, à du jugement, de la stigmatisation, parce que certains des savoirs expérientiels peuvent renforcer la division entre bons et mauvais usagers, peut amener potentiellement de la surveillance professionnelle, de la perte de marge de manœuvre des personnes qui les mettent en œuvre, ou de l'instrumentalisation et de la récupération institutionnelle. Et ici, je pense à des savoirs qui sont utilisés pour vivre plutôt indépendamment des institutions et pour se prémunir du pouvoir d'action des professionnels sur la vie de ces personnes et qui peuvent être récupérés, par exemple, par des hôpitaux pour assurer le bon traitement des personnes. Donc, en conclusion, et on reviendra peut-être sur les leviers, là j'insiste beaucoup sur les points de vigilance, mais ça me semble important d'être
critique, ou en tout cas de se questionner sur ces risques d'instrumentalisation, que moi, dans mes travaux, j'ai appelé le risque d'extractivisme des savoirs expérientiels, et qui nous invite à porter une attention à la manière dont les savoirs issus du vécu des personnes, qu'on les appelle patients, qu'on les appelle personnes usagères, peuvent être utilisés de manière instrumentale par des institutions, du social, de la santé, souvent sans reconnaissance pleine de leur valeur intrinsèque, dans une logique d'efficacité et de performance, c'est-à-dire d'amélioration de l'efficacité du fonctionnement des institutions, transformant ainsi l'expérience vécue et les savoirs qui en découlent en une simple ressource pour servir des objectifs institutionnels ou professionnels, plutôt que comme une source de compréhension mutuelle et de transformation. Donc voilà pour un premier tour de piste sur ces enjeux. Merci, Baptiste. Donc, c'est vraiment, 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 vraiment très intéressant. J'ai envie de relever en fait, le fait que tu mentionnes que la participation des personnes dans ton tableau se déploie sur une échelle, donc c'est intéressant de voir que ça peut être du contrôle, ça peut être du pouvoir de la parole, ça peut être un beau levier de co-construction, d'intégrer les savoirs expérientiels pour améliorer les services. On va peut-être en entendre parler des expériences tout à l'heure pour influencer. Puis aussi, j'irais le point de vigilance de dire, ben attention aussi, ça peut aussi servir l'institutionnalisation, l'instrumentalisation. Est-ce qu'il y a une reconnaissance pleine? On a des questions à se poser. La possible neutralisation des savoirs critiques intéressants, des savoirs expérientiels qui peuvent être aussi des moyens de résistance. Et Dieu sait que pour réduire les inégalités sociales, ça prend de la résistance. Alors, merci. Alors, sur ce, je laisserai la parole à notre deuxième panéliste, Josiane Degg, qui est directrice du CIGM. Elle va nous dire c'est quoi? Et coin de rue. Alors, à toi la parole, Josiane. Oui, merci, bonjour. Le CIGM et Coin de rue est à la base un organisme communautaire autonome qui est né d'une pratique de travail de rue en région, donc en périphérie des grands centres urbains. Notre mission de base a été fondée dans les années 90 sur une approche des pratiques auprès des jeunes qui se sentaient pas entendus auprès des divers services dits traditionnels dans le besoin de leur autonomisation vers la transition à la vie adulte. Ça en est inspiré des pratiques de sollicitation d'experts de vécu qui nous ont menés vers notre volet coin de rue, qui maintenant, en plus du travail de rue, nos experts de vécu ils ont permis l'expansion de nos services vers un volet de centre de jour, de centre d'accès au matériel injectable inhalable, de hébergement, de cliniques de rue communautaires et d'analyse des substances psychoactives au niveau du territoire. C'est vraiment comme ça qu'est démarré, dans le fond, tout ce que je vais vous discuter par rapport à nos pratiques terrain sur le sujet des experts de vécu et de la parédance. Au niveau de notre première mise en tableau des experts de vécu, ça s'est défini par la pratique du travail de rue, c'est-à-dire que c'était déjà dans les valeurs et les principes de l'organisation de solliciter les personnes qu'on accompagnait pour définir à quoi ils tendaient pour leur mieux-être. Quand que les santé publiques locales et fédérales provinciales, pardon, ont commencé à s'intéresser, dans le fond, aux pratiques de consommation de nos personnes accompagnées. On a fait valoir l'intérêt de mettre au cœur de la sollicitation, pas nos professionnels dits rémunérés à l'époque, mais bien les personnes qui bénéficiaient de leur accompagnement. Donc, pour définir des pratiques au niveau de l'injection, pour comprendre quels besoins ils avaient, quels outils promotionnels ils devaient développer. On a fait des rencontres où est-ce qu'on a invité la santé publique à entendre nos experts, nos personnes accompagnées pour vraiment définir qu'est-ce qui faisait sens, eux, qu'est-ce qui les rejoignait, qu'est-ce qui pouvait faire écho dans leurs besoins du mieux-être et d'accompagnement. Ce qui a créé des outils promotionnels régionaux, dans les faits, basés vraiment sur la lecture exclusive de nos experts de vécu et non pas sur la promotion des professionnels qui les accompagnaient.
ça a généré quand même beaucoup de rencontres. Il a fallu quand même faire valoir que nos experts de vécu étaient aussi des professionnels pour notre organisation. Ça a demandé à ce qu'on installe un processus aussi de confiance entre les intervenants et les experts qu'on a sollicités pour amener la santé publique aussi à reconnaître cette expertise-là et à la rémunérer d'ailleurs. Donc, chaque heure utilisée en expert de vécu chez nous est rémunérée à plein salaire pour les personnes qui contribuent. C'était une optique qui a pris du temps à installer. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais c'était important pour nous parce que si on doit définir quel matériel rendre disponible, quel outil mettre en place, par exemple, au niveau du naloxone local, quand il est venu le temps de s'intéresser à quelle formule on utiliserait, c'est le groupe d'experts de véhicules local qui a défini que pour notre territoire, l'importance d'avoir accès à du naloxone intranasal qui n'était pas à l'origine prévu pour éviter les effets de craving, pour favoriser aussi que les personnes qui sillonnaient autour des consommateurs de drogue puissent avoir l'opportunité aussi de se sentir compétents dans l'administration du naloxone à ce niveau-là. Donc, il y avait une réflexion aux deux pôles de cette situation-là. Même chose au niveau des groupes qui sont hébergés en centre jeunesse. Les jeunes aussi voulaient être sensibilisés sur certains types de drogues qui étaient en émergence au niveau du territoire, mais ne voulaient pas être organisés dans leur façon de la réfléchir. Donc, on a favorisé la présence d'une diade d'experts de véhicules intervenants de rue, mais aussi santé publique pour l'élaboration de la promotion, dans le fond, de la sensibilisation, de la prévention, de certaines conséquences rattachées à la consommation de certaines drogues. Ça a permis de redonner une reconnaissance au niveau de nos experts de véhicules qui a amené, dans le fond, la rémunération après. Donc, je vous dis ça, on a commencé dans la fin des années 90 pour en arriver là avec une rémunération qui n'est plus questionnée, qui est déjà réfléchie, que dès et d'or, où est-ce qu'on a un groupe d'experts de véhicules qui est en place parce qu'on en a plusieurs selon les thématiques. Euh, Automatiquement, une rémunération est prévue pour eux au taux horaire. Il y a des conditions aussi gagnantes pour favoriser la présence d'experts de véhicules dans des groupes. Il faut s'intéresser au nombre. Il faut que ça soit défini vraiment avec eux, par eux et pour eux. Donc, il faut s'intéresser au nombre dans le groupe pour favoriser une pleine occupation de l'espace-temps et du discours des personnes qu'on sollicite. En plus de la rémunération, il faut aussi prévoir des conditions optimales. Donc, prévoir parfois que les personnes arrivent quelques minutes avant, prévoir qu'il va y avoir des retards, ne pas non plus tomber dans la stigmatisation de ces retards-là. Prévoir aussi un petit lunch, il n'y a rien de pire que de devoir s'exprimer le ventre vide, de prévoir des pauses cigarettes et autres. Et je dis et autres, je ne les nommerai pas, mais et autres, où est-ce qu'on prévoit un petit déplacement des fois plus loin, puis un retour. Prévoir aussi une alchimie entre les personnes qui sont de différents parcours, donc de leur permettre de se connaître, une posture informelle dans la mise en place des rencontres. Donc, les rencontres doivent être définies au niveau de l'horaire, au niveau du lieu, au niveau du contexte. Quel professionnel reconnu par nos dites instances peut être présent? Sont vraiment maîtres d'œuvre de ces rencontres-là. L'objectif de nos rencontres à nous, ce n'est pas nécessairement de répondre à chacun des envies, aspirations ou même enlignements de nos experts de vécu, mais c'est d'en ressortir des questionnements pour nous au niveau de l'organisation pour faire un avancement à ce niveau-là. Euh, on a senti par moments qu'il y avait quand même des malaises au niveau des personnes dans la façon d'exprimer leur voix. Fait que c'était de revoir aussi comment, est-ce qu'on le faisait toujours en présentiel? Est-ce qu'on le faisait toujours dans un contexte de rencontre formelle? Est-ce que ça pouvait être au restaurant? Est-ce que ça pouvait être dans d'autres conditions? On a même fait des fois chez des personnes directement qui venaient de s'établir dans un endroit. Fait qu'il y avait vraiment toute une façon de s'adapter aux personnes et à leur contexte pour leur permettre vraiment de s'exprimer et de se sentir compétents et entendus dans ce qu'ils avaient à dire. Je pense que c'est la prémisse principale. Ça crée des heurts aussi avec certains professionnels
ça demande une capacité d'autocritique pour les professionnels qui accompagnent de se faire remettre en question dans nos pratiques. Donc, ce n'est pas nous individuellement qui se faisons remettre en question, c'est nos schémas d'accompagnement qui le sont. Ça, c'est vraiment important d'avoir la capacité d'avoir une supervision clinique pour les professionnels post et pré-rencontre pour favoriser justement l'expression de ce que ça fait vivre aux personnes que ce soit à la santé publique, dans notre cas, on fait tout le temps un post-mortem, mais aussi avec les professionnels de travail de rue ou intervenants du centre de jour qui sont témoins, qui entendent et qui ont parfois l'impression d'être moins reconnus eux aussi dans leur pratique quand elle est bien questionnée à ce niveau-là. Euh, il y a plein de choses qui sont importantes dans la mise en place d'un groupe d'experts de vécu ou de parts aidances. C'est pas de solliciter exclusivement les personnes qui sont en adéquation ou qui prônent les valeurs, les principes de l'organisme dans sa formule actuelle. Dans le fond, la, la pire situation qui pourrait se produire, c'est de sélectionner des personnes qui vont être totalement en accord avec tout ce qui est déjà fait. Ça ne permet pas à l'organisation d'évoluer, ça ne permet pas aux pratiques de tendre vers une meilleure pratique au sein même de l'organisation. Puis le danger de ça aussi, c'est d'être récupéré et pas Sébastien, pardon. euh, Tantôt, on en parlait, euh, le danger de l'instrumentalisation de ces groupes-là par Baptiste, comme il l'avait nommé, c'est d'intégrer le savoir expérientiel pour appuyer les modèles d'une pratique déjà professionnelle, organisationnelle, qui est prédéfinie plutôt que d'évaluer la pratique en elle-même. Donc, d'aller chercher les personnes qui vont venir appuyer ce qu'on fait pour justifier nos actions plutôt que de se re-questionner à savoir si on a vraiment pris les meilleures pratiques, puis si on se permet d'évaluer en fonction des mouvances aussi sociétales ou locales pour certaines organisations aussi à ce niveau-là. Euh, le, le- on doit considérer le milieu de partage d'un expérience de vécu comme un safe space. Donc, c'est aussi important de s'assurer que les personnes comprennent le rôle qu'ils ont à jouer dans ces groupes-là. C'est-à-dire, c'est pas de venir quérir de l'information d'une personne pour pouvoir l'utiliser à l'extérieur du groupe de façon autrement, mais c'est la même chose par rapport et aux intervenants et aux infrastructures dites direction santé publique ou autres, parce que dans notre cas, c'est vraiment avec eux qu'on travaille étroitement. Ce respect-là s'est installé au fil des années. C'est important qu'il perdure dans le temps et de la revalider, ce questionnement-là. Pour un organisme dit communautaire qui est composé d'un conseil d'administration, ça aussi, c'est important de retourner toujours à l'instance du conseil d'administration pour revalider les pratiques au fil du temps. Il y a des mouvances de personnel, il y a des mouvances de plans stratégiques, mais il ne faut pas perdre de vue cette optique-là. Dans notre cas, ça nous a permis de mettre en place une clinique de rue communautaire qui prend son essor depuis le mois d'octobre passé et les groupes d'experts de vécu continuent, dans le fond, de nous soutenir dans cette expertise-là pour qu'on ne perde pas de vue l'objectif ultime, puisque c'est facile de rapidement rentrer dans une logique de soins de service et non pas de mieux-être populationnel. Ça nous a permis aussi de faire valoir qu'en région, il n'y avait pas juste dans les grands centres urbains comme Montréal, Québec, Sherbrooke, qu'il y avait des nécessités de développer des services de type services d'analyse des substances, de déstigmatiser les personnes qui vivaient des situations et qui avaient besoin de requérir à des enjeux de validation, puis qui n'étaient pas obligés de tendre vers un arrêt de consommation. Aussi de faire en sorte que dans les petites localités, puisse être reconnu, dans le fond, tout ce qui était le volet expérience de vie comme étant une approche professionnelle dans l'implication, dans le développement des services communautaires, je vais dire le mot service, là, mais des, des réponses communautaires aux enjeux sociaux actuels. Ça nous aura permis de faire évoluer cette pratique-là. Comme on disait, il y a des conditions gagnantes pour la mise en place. Donc, ça prend vraiment un soutien indéniable
des personnes en autorité au niveau de l'organisation, que ce soit institutionnelle ou communautaire. Ça prend une équipe qui a la capacité de se remettre en question, un accompagnement clinique à leur niveau. Ça prend aussi un espace de décantement pour les personnes expertes après les partages. Donc, on ne peut pas remballer le groupe en 3 minutes en disant, bon, mais c'est terminé, vous devez quitter. Il y a toute une part d'accompagnement post-rencontre à notre niveau qui se fait automatiquement. Ça prend aussi un temps pour se remettre en question soi-même, à savoir dans quel objectif les groupes sont maintenus. Pour nous, on a choisi d'aller vers des groupes d'environ 6 à 7 personnes. Euh, Avec les premières fois, on en avait beaucoup, beaucoup d'ambition de réunir 20 à 25 personnes sous la même échine pour discuter de sujets. On s'est rapidement rendu compte qu'on n'arrivait pas à laisser la place méritante à chacune des personnes présentes. Ça pouvait aussi ajouter à l'intimidation d'une personne de prendre la parole devant d'autres. Après ça, on a redivisé, on a questionné avec eux comment mieux installer. Donc, on est rendu avec 3 groupes permanents là, de 5 à 6 personnes qui se penchent sur des enjeux différents. Et des fois, il va y avoir un changement, j'appelle ça des fois un glissement de bon, ben là, ce qui me préoccupe plus, c'est tel sujet, donc je m'en vais dans tel groupe et la personne revient par moment dans l'autre groupe. Mais laisser cette facilité-là d'intégrer ou de sortir du groupe d'experts de vécu aussi, ça a une importance indéniable pour la réussite de la situation. Donc, c'est un peu notre expérience terrain face au groupe d'experts de vécu. Merci beaucoup. Josiane, j'aime beaucoup quand tu parles de la posture de l'organisme parce que, en fait, ce que j'entends, c'est que pour aller vers les personnes qui ont des expertises de savoir, ça prend aussi des organismes qui les connaissent, qui, je dirais, les mobilisent, mais les protègent aussi. Hein. Quand tu parles dans votre cas, vous avez l'expertise d'aller vers les personnes desservies, donc de par et pour, c'est votre expertise, puis de ne pas utiliser ces savoirs-là juste ponctuellement, puis après ça, on met ça de côté, puis on laisse les gens dans la foule. Alors, vous avez ce souci-là de les accompagner à moyen long terme. Puis ça, je trouve ça important de le mentionner. Sinon, on utilise, on instrumentalise et c'est danger. C'est déjà des gens qui ont des défis dans leur vie. Je souligne aussi quand tu parles de tout ce qui est, encore une fois, dans la posture de l'organisme, la flexibilité. Donc, vous êtes expert dans le format, comment faire en sorte qu'ils se sentent en sécurité, qu'il y ait des safe spaces, comment vous assurer que les liens de confiance vont permettre à ces savoirs-là de s'exprimer dans un climat qui va être favorable, ne pas les juger, favoriser justement un retard. Pas de jugement, les accueillir dans leur globalité, c'est super intéressant. Co-construire aussi, de les voir comme des experts. Vous mentionnez aussi la rémunération. Quand on parle d'inégalité sociale, il faut que ça apparaisse aussi si c'est des experts, comment on les reconnaît comme experts dans aussi ce qui est le nerf de la guerre, l'argent pour aller s'acheter à manger après ou autre chose. Donc, je trouve ça vraiment intéressant. Puis j'entends aussi vous avez réussi avec la santé publique à faire reconnaître ça. Donc, bravo, parce que j'entends qu'il y a eu une lutte, que ça allait pas d'office, hein. On prend souvent ces expertises-là c'est comme s'il y avait à faire ça gratuitement, alors que vous avez donc défendu je dirais, leur expertise qui vaut, qui a cette valeur-là. J'entends aussi la diversité d'expériences parce qu'on peut utiliser des savoirs expérientiels pour valider nos actions puis pas se remettre en question. Donc, l'importance de aussi avoir des gens qui nous sonnent, qui font qu'on se questionne sur nos actions, même si on est des intervenants qui avons fait l'université, des maîtrises, des doctorats, on n'a peut-être pas la maîtrise et le doctorat de la vie et reconnaître ça. Puis l'humilité des intervenants. Donc, d'y aller avec cette posture-là d'humilité, vraiment intéressant. Euh, Fait que vraiment, c'est très riche. Puis j'entends aussi que cette expertise-là, vous l'avez depuis un bon bout de temps. Euh, et c'est une belle reconnaissance aujourd'hui. Alors, les institutions, comment on va reconnaître et valoriser ça à sa juste valeur et pas l'utiliser, pas l'instrumentaliser.
Merci, Josiane. Donc, on a notre troisième panéliste, Mélodie Talbot, qui est organisatrice communautaire. Je vais lui dire, elle va nous décrire c'est quoi la QP Sud. Je l'ai dit tantôt, mais ça va être le scoop de son intro, qui est aussi une personne avec des savoirs expérientiels. Donc, c'est le fun, on a ici un double chapeau. Alors, Mélodie, je te laisse la parole. Merci Myriam. Merci à Josiane et Baptiste qui ont parlé avant moi. Je vais essayer de ne pas répéter ce que vous dites, mais vous avez de très bons points, donc ça se peut qu'on ait des points semblables. Donc, moi, je travaille à Lac-Sud comme organisatrice communautaire, mais comme Myriam l'a nommé, j'ai aussi j'ai un savoir expérientiel, puis dans le fond, à Lac-Sud, les personnes qui travaillent chez nous, toutes les personnes ont un savoir expérientiel. Puis, dans le fond, Lac-Sud, c'est l'Association québécoise pour la promotion de la santé des personnes qui utilisent des drogues. C'est un organisme qui est provincial, donc on travaille partout au Québec. On fonctionne avec la philosophie de réduction des méfaits, avec une optique d'empowerment qui permet de regrouper des personnes soit en situation d'itinérance ou qui utilisent des drogues, qui voudraient euh, faire la promotion de la santé, la prévention des infections transmissibles sexuellement par le sang, puis l'amélioration de nos conditions de vie. Notre slogan préféré, c'est rien sur nous sans nous, parce qu'en effet, pour nous, c'est super important que les personnes concernées soient au cœur des décisions qui nous concernent. Puis, dans le fond, chez nous, on a une grande place pour les savoirs expérientiels. Euh, En effet, comme j'ai nommé, c'est un organisme qui est que tout le monde qui travaille un savoir expérientiel, je suis désolée. Puis le savoir expérientiel occupe une place centrale, légitime puis incontournable pour nous. Tu sais, on fait pas juste, mettons, des partages de vécu ou on fait pas juste des témoignages. On s'en sert vraiment comme expertise, comme d'autres expertises, comme le savoir académique, les savoirs professionnels. Chez nous, on fait beaucoup de choses parce qu'on est rendu un plus gros organisme qu'on était. Dans le fond, on crée des formations, on a des activités, des événements, on fait de la défense de droits, puis on fait surtout des outils de réduction des méfaits, par et pour les personnes qui consomment des drogues. Moi, dans le fond, je suis une personne qui s'intéresse au deuil, étant donné que la crise de surdose est à plein effet depuis 2014. Pas juste moi, mais les personnes qui consomment ont perdu tellement de gens alentour d'eux. C'était vraiment pertinent pour nous de créer des ateliers de discussion sur le deuil. J'ai aussi créé un guide d'accompagnement pour les personnes endeuillées, spécifiquement pour les personnes qui ont perdu des personnes par surdose, des personnes qui se sont enlevées la vie, des accidents de voiture quand on voit, tout ce qui est en lien avec soit la consommation ou des conséquences de la guerre à la drogue. Puis j'ai aussi créé un guide d'animation, d'ateliers, de discussion sur le deuil pour que les personnes puissent le faire eux-mêmes, tu sais, dans l'esprit du par et pour, parce que malheureusement, on n'a pas assez de services en ce moment. Donc, comment qu'on peut faire pour s'aider avec un peu d'appui, comme mon guide. Puis on donne des formations comme le blender. Le blender, c'est une formation sur les mélanges de drogue. Puis on a aussi l'outil le blender qui est très populaire, dans le fond, qui parle des mélanges de drogue, parle des drogues émergentes et tout ça. Euh, Dans le fond, si t'es sur le point de consommer soit comme de l'alcool en même temps que de la cocaïne, ben tu peux aller voir dans le blender, puis ça va te dire un peu c'est quoi les effets, c'est quoi les dangers, puis qu'est-ce qui est aussi agréable avec ça. On a aussi la formation Maîtrise ton hit et l'outil Maîtrise ton hit qui a été fait par une personne qui s'est injectée sur plus de 20 ans. Donc ça, c'est vraiment un de nos outils qu'on aime beaucoup. Un de nos outils
le plus important, pardon, c'est l'injecteur. Dans le fond, l'injecteur est plus vieux que l'Acpsud. C'est pour ça que souvent, il y a des gens qui vont connaître l'injecteur, mais pas nécessairement l'Acpsud, donc le groupe qui est responsable pour faire l'injecteur. C'est un magazine, pareil pour les personnes qui consomment des drogues. On a des personnes qui sont rédacteurs, rédactrices à Montréal à temps plein. On a des personnes à temps partiel en région. Puis on demande aux personnes qui ont une expérience, un savoir expérientiel de nous écrire, de nous envoyer dessins, photos pour qu'on les publie. Et quand c'est publié, ils sont rémunérés. On organise aussi des actions comme la journée du 31 août. Dans le fond, c'est la journée de sensibilisation aux surdoses. C'est international, puis nous, on l'organise au niveau du Québec. Puis, dans le fond, je vais vous parler de comment est-ce que je suis venue à participer à des projets en tant qu'experte de vécu. Moi, ça fait 14 ans que je suis dans le milieu communautaire quand même. Ça fait 10 ans que je ne consomme plus par injection. Euh, mais c'est ça. Il y a 14 ans, il y avait le GIAP qui existe encore, qui est le groupe d'intervention alternative par les pairs, qui est un projet très novateur, surtout il y a 15 ans. Moi, je travaillais à Cactus, un projet qui est aussi chapeauté par Cactus. Euh, Puis déjà, j'étais sollicitée pour mes points de vue, puis tout ça. Aussi, j'ai eu la chance de faire plusieurs formations, donc d'apprendre beaucoup dans l'académique quand même. Puis ça a le fait que j'ai une expertise qui est souvent recherchée. Euh, une des choses laquelle je peux avoir peut-être une petite critique dans le fond, dans le père et pas en général. Tu sais, travailler avec moi, c'est relativement facile dans le sens que ça fait 14 ans que je suis là. Je consomme plus, ma vie est stable, je vais bien. Donc, les gens vont venir me demander souvent, hey, tu veux-tu parler, puis tout ça. Puis, parfois, on va mettre de côté les gens que c'est leur première année, dans les premiers 5 ans, parce que, tu sais, il y a plein de monde qui consomment encore, qui sont pères. Il y a plein de monde qui n'ont pas eu nécessairement les formations. Moi, j'ai été chanceuse au moment où est-ce que j'ai été père. La DRSP offrait beaucoup de formations. Donc, tu sais, il y a comme une hiérarchisation qui est importante à déconstruire par rapport au travail qu'on fait chez les pères. Je vous invite à inviter des personnes comme moi, mais aussi inviter des personnes qui pourraient être plus nouvelles, qui pourraient nécessairement devenir des personnes comme moi pour le faire au long terme, puis être invitées le plus souvent possible pour parler de nos réalités. Puis j'essaie vraiment, tu sais, étant donné que je vais bien, c'est aussi une façon de redonner à ma communauté. Tu sais, c'est comme, bon, en ce moment, je vais bien. Donc, ouais, c'est ça. J'essaie de redonner peut-être le plus possible sur des tables de concertation, des panels pour parler de notre réalité. Euh, donc, c'est ça, j'ai vraiment un double chapeau en tant qu'expert de vécu, puis en tant qu'organisatrice communautaire. Euh, Tu sais, ce qui est le fun, c'est ça, c'est que tu peux avoir un savoir expérientiel, mais tu peux aussi jumeler ça avec des savoirs professionnels en travaillant. Tu peux aussi jumeler ça avec des savoirs académiques par la formation, ce qui devrait être offert par l'emploi. Et si jamais vous demandez que les personnes aient des formations académiques, mais vous voulez des gens avec un savoir expérientiel, je vous conseillerais peut-être de faciliter justement la formation de cette personne-là, que ce soit à l'école, que ce soit dans les formations dans notre milieu. Donc, je vais parler un peu pourquoi c'est important euh, d'avoir de la paire aidance dans le secteur d'itinérance et de dépendance, puis pourquoi, pour moi, c'est important que les personnes avec des savoirs expérientiels pilotent leur propre organisme ou projet. Premièrement, ben, ça nous donne la capacité d'agir directement sur des enjeux qui nous concernent. On propose des réponses qui sont ancrées par le terrain. Euh, L'employé avec un savoir expérientiel peut apporter vraiment sa propre lunette, sa propre couleur à l'équipe. Puis souvent, euh,
ça va amener justement quelque chose de nouveau, puis ça peut être vraiment agréable pour les équipes, pour avoir fait partie de quelques équipes, projets, etc. Ça crée un environnement qui est sécurisant et non jugeant. Dans le fond, quand on arrive dans un organisme communautaire, puis tu vois quelqu'un de tatoué, un punk, tout ça, t'es comme, hey, cette personne-là est comme moi, tu sais, c'est sécurisant. Puis de plus, on se voit dans ces personnes-là, puis on fait comme, ah, je pourrais peut-être faire ça aussi. Euh, pour ce qui est de piloter nos propres organismes, projets, on peut définir nos priorités nous-mêmes plutôt que s'adapter à des cadres qui sont souvent imposés. C'est aussi une façon d'apprendre, tu sais. Moi, ça fait tellement longtemps que je fais des panels, puis que je parle, puis que ça m'est déjà arrivé de co-organiser des panels, mais avec Exprimer l'invisible, qui est une journée que j'ai co-organisée avec Isabelle Boisvert et beaucoup d'autres personnes avec savoir expérientiel. J'ai non seulement participé au panel, animé le panel, mais je l'ai aussi organisé. Tu sais, ce qui a fait que j'ai appris des choses, puis maintenant, je peux me servir de ces savoirs-là à différents questions. On peut le faire aussi en respectant notre rythme, notre réalité. Josiane l'a mentionné, tu sais, il faut qu'on soit flexible, on doit avoir des milieux flexibles pour que ce soit des milieux sécuritaires. Quand on consomme, il y a des hauts et des bas. On peut pas engager quelqu'un en disant, hey, je veux que tu aies une expérience de vécu par rapport à la consommation ou que on veut que tu sois une personne qui consomme et après renvoyer la personne ou donner des avertissements parce que la personne consomme. Tu sais, faut être dans l'accompagnement, la co-construction. Tu sais, par exemple, c'est vraiment bien de co-construire un code de vie pour que tout le monde soit d'accord, pour que tout le monde puisse y adhérer, puis que la personne soit en sécurité autant que tout le monde. Hum, je vais vous parler un peu des défis qu'on peut rencontrer lorsqu'on fait l'intégration des savoirs expérientiels. Il y a quand même plusieurs défis, là, comme dans n'importe quel travail, dans le fond, là, quand même. Il y a autant de savoir expérientiel que de pairs. Donc, trouver la bonne personne pour remplir le poste qu'on recherche, c'est un processus qui est important parce qu'on veut pas mettre la personne en échec. Ça va être important dans l'entrevue d'être très clair. Puis aussi, on pourrait penser dans un organisme par épaule, comme par exemple le mien, que les savoirs expérientiels sont intégrés, tout ça. Mais non, c'est un travail qui est constant. On doit toujours en reparler, les intégrer. Aussi, la consommation au travail. Tu sais, par exemple, pour plusieurs endroits, on va vouloir que notre équipe soit fonctionnelle, en forme pour travailler. Puis pour différentes personnes, ça peut vouloir dire différentes choses. Par exemple, moi, j'ai un TAO, je suis sur la méthadone. Si je prends pas ma méthadone avant de travailler, je serai pas bien. Puis il y a plusieurs personnes que si tu consommes, mettons des opiacés, une dizaine de fois par jour, tu vas avoir besoin de consommer pour être en forme pour travailler. Fait que ces réalités-là doivent être quand même un peu compris, même si ça peut être confrontant dans les milieux qui vont intégrer des personnes avec un savoir expérientiel qui consomment encore ou même qui consomment plus. Par exemple, à mon travail, moi je le dis, je suis pas à l'aise de voir des seringues partout. C'est comme ça arrivait avant. Tu sais, des fois, on laissait parce qu'on fait beaucoup de formations, là, on laisse pas des seringues ouvertes partout, mais c'est du matériel qu'on voit, puis je demandais que ce soit pas partout, puis c'est super bien respecté, puis tu sais, c'est aussi important de ne pas proposer de la consommation à nos pairs, des choses comme ça. On se protège entre nous avec différentes réalités. Ah, j'ai tellement de choses à dire, puis il me reste une minute. Ah! Prends ton temps. Prends 2, 3 minutes. Relax. Ah, OK, C'est tout important. c'est bon. Fait que j'ai parlé un peu des dynamiques de pouvoir. Euh, Comment s'adapter aux besoins fluctuants des personnes qui composent votre équipe, voyons, des personnes avec savoir expérientiel qui font partie de votre équipe. Euh,
c'est certain que pour les personnes avec savoir expérientiel, c'est très important d'avoir des filets de sécurité. Ça peut être des personnes qui ça fait longtemps qu'ils sont là, qui ont des repères dans leur travail, qui sont habitués d'être pairs, qui vont aider à l'intégration, la coordination et la direction doivent être très sensibles à ça, puis doivent faire un suivi avec les personnes parce que surtout quand tu viens d'arriver, c'est la première fois que tu es père aidant, ça peut être vraiment confrontant. Tu sais, on travaille avec nos traumas à tous les jours, puis ça, c'est vraiment pas évident. Fait qu'on on doit avoir du support, que ce soit dans notre équipe ou que ce soit d'un aide externe. Par exemple, nous, on a un médecin du monde qui vient une fois par 6 semaines pour parler avec notre équipe. Euh, des conditions gagnantes, on en a parlé un petit peu, mais la rémunération, c'est super important. J'en parle souvent, tu sais, des fois, je vais être sur des tables avec tout le monde, puis je vais être la seule qui sera pas rémunérée, tu sais, comme 50 pièces de l'heure, moi, je vais avoir une grosse différence. Fait que des fois, c'était le fun d'égaliser le plus possible. Je sais que c'est difficile, je sais que quand on fait nos demandes de subvention, demander des gros salaires, c'est pas toujours évident, mais si c'est sur des projets ponctuels, je vous le conseille fortement, puis en tout cas de le plus possible payer les personnes qui contribuent au travail, comme n'importe qui d'autre. Il faut être flexible, empathique. Tu sais, des fois, ça va pas bien. Puis il y a des hauts puis des bas quand on consomme. Puis même après, pendant des années, tu sais, moi, je suis une personne non plus avec des problèmes de santé mentale, des problèmes de santé physique. Même ça fait 10 ans que je consomme plus, j'ai encore des choses qui vont me toucher. Puis mon équipe est empathique, donc ça fait que je vais pas, genre, ghoster mon travail parce que je vais pas bien. Tu sais, je vais leur dire, hey, je vais pas bien. Puis ils vont le comprendre très bien, puis ils vont avoir même de l'accompagnement supplémentaire pour moi. Co-construire les codes de vie, co-construire, prendre les décisions en équipe. Souvent, les personnes qui ont un savoir expérientiel subissent des décisions. Si on veut changer ça, on veut le plus d'horizontalité possible. Ça, c'est sûr que ça, c'est une de mes visions à moi. On n'est pas obligé de tous y, de tous être d'accord, ça c'est correct. Puis, c'est ça, assurer un soutien là, par la coordination des projets, c'est super important. Donc, un peu le global. J'aurais pu vous parler pendant 3 heures. Là. Je sais pas si vous m'avez vu pédaler, là, mais j'ai fait de mon mieux. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci, Mélanie. C'est vraiment, en tout cas, moi, ça me fait beaucoup réfléchir. Je trouve ça ben, je trouve ça humble quand je pense qu'il y a comme ce qui ressort dans ce que tu nous dis, c'est que ça prend beaucoup d'empathie. Ouais, Tu sais, ouais. ça prend beaucoup d'écoute. Puis je trouve qu'il y a comme, dans le fond, les experts, il faut diversifier. Il y en a plusieurs experts. Puis je trouve ça très humble de ta part de dire, ben, c'est ça, à un moment donné, on va dans le confort, on va vers la super experte c'est comme si on fait check dans notre liste. Oui, on a une citoyenne experte. Oui, on a une experte. Check. Notre, sauf que il faut aller vers les moins sollicités parce que probablement qu'ils ont des expertises qu'on n'a jamais entendues. Mhm. Et que l'expertise dans la marginalité, ben, c'est la plus difficile à rejoindre. Fait que puis c'est ce que j'entends, c'est que c'est un travail en continu. C'est aller vers les autres. J'entendais aussi beaucoup, moi je travaille avec des populations très marginalisées, puis des fois les gens, j'ai des dames qui me disent, vous en rendez pas compte, mais vous sentez à la clinique. Le monde n'a pas envie, même si c'était le meilleur intervenant. Puis j'entends que ben, les parents aidants, c'est peut-être, ils sentent moins la clinique. Puis c'est pour ça Mhm. qu'ils ont des liens aussi privilégiés avec les gens qui vivent le plus de situations qui sont pas faciles. Fait que c'est important, c'est riche, mais comment on les connaît, on les reconnaît, puis on diversifie ces porteurs de savoir, d'expertise-là puis euh, qu'on les reconnaît, mais qu'on les soutient, qu'on leur crée, qu'on les juge pas, puis que ça se peut qu'il y ait des moments difficiles, mais ça veut pas dire que, au contraire, l'expertise est en continu, mais ça se peut qu'il y ait des moments de difficulté, puis l'expertise, c'est de vivre ce que c'est de vivre, puis ça veut dire aussi vivre des moments des hauts et des bas. Fait que c'est vraiment très, très intéressant. Merci tellement.
Alors, je ne sais pas, on va commencer, on va aller vers le bloc table ronde. Puis j'aurais le goût de vous interpeller, Mélodie, Baptiste et Josiane, par rapport aux présentations que vous avez entendues des autres. Y a-t-il des choses que vous aimeriez approfondir, vous aimeriez revenir ou qui résonnent dans votre chacun contexte de pratique ou de recherche ou au nouveau terrain? Je vous laisserai la parole par rapport à vos réactions sur les présentations des autres, si vous voulez commenter, approfondir. Y a-t-il un de vous trois qui veut? Vas-y, Mélodie. Oui, j'avais une question en fait pour Baptiste. Je trouvais ça vraiment intéressant ce que tu amenais en général, mais à un moment donné, tu as parlé de les la parédance, tu sais, que ça avance et tout ça, puis on est de plus en plus reconnus, de plus en plus payés, on nous voit un peu partout, tout ça, ce qui est vraiment une réalité, là. C'est vrai que je pense que c'est même émergent un peu partout, là, dans le monde. Mais il y a aussi le côté, comme il y a la droite un peu qui vient couper nos sources de financement, puis tout ça. On a comme vraiment les deux côtés qui se battent, là, tu sais. On avance, mais on recule. Est-ce qu'on avance de deux pas puis qu'on recule un pas? Tu sais, je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses? Merci Mélodie. Moi, c'est un peu pour ça que je disais que qui peut-être il faut avoir une attention collective, une vigilance vis-à-vis d'une vision de l'intégration qui serait juste un ajout d'une personne de plus dans une structure sans en redéfinir les règles de fonctionnement. Et surtout dans le contexte où là, on cherche à, voilà, à rationaliser les dépenses, éventuellement couper, faire toujours plus avec moins. Ça, c'est le mantra libéral depuis qu'on connaît au Québec depuis longtemps. Mais on pourrait penser qu'il y a une version cynique de la participation où les gens arrivent et puis tout à fait dans une optique, on co-décide où on va couper, par exemple. Bon, on implique des personnes pour décider où on va couper. Donc la participation en soi, elle n'est pas nécessairement positive et elle est surtout pas positive si on l'individualise et si on implique des personnes professionnalisées qui vont pas, je pense que aussi, Josiane, tu donnais des éléments sur avoir un regard qui met en question. Alors c'est difficile, mais de soutenir une participation qui permet un regard critique sur les fonctionnements organisationnels, professionnels, institutionnels, sans non plus que ça amène à marginaliser les personnes qui sont dans cette situation de formuler ces points de vue. Donc, ça pose la question pour moi des contre-pouvoirs aussi, chose que vous avez bien fait, Josiane, parce que toute la participation que tu décris, la liste qui n'était pas désincarnée des conditions, prévoir qu'il y aura des retards, pas tomber dans la stigmatisation des retards, prévoir des lunchs, les pauses cigarettes, et qui fait que les gens se sentent bien. Mais à l'échelle d'institutions de la santé des services sociaux, pour moi, c'est un peu, voilà, c'est une voie possible, la participation institutionnelle, mais il faut garder à l'idée qu'il y aura des contre-pouvoirs et que cette participation doit être soutenue par des collectifs pour éviter d'être instrumentalisée, peut-être. Alors, c'est très partiel comme réponse, mais il est pour ça. Elle était parfaite, ta réponse. Merci beaucoup. J'ai envie d'ajouter, moi, c'est peut-être, même si en itinérance, on a de plus en plus de personnes vieillissantes, mais je ne sais pas si vous avez entendu les médias hier, mais on parlait de la nouvelle politique de soutien à domicile, et les titres, c'était On va rémunérer les proches aidants. Euh, des fois, c'est intéressant hein, de dire, enfin de la reconnaissance, mais ça se place une vague de compression. Dans cette politique-là, c'est aussi parce que le réseau n'a pas suffisamment d'investissement pour faire face au vieillissement de la population. Donc, on va payer les proches aidants, mais on va les payer, mais s'ils font ça, ils ne travaillent plus. En tout cas, il y a des questionnements, mais ça, c'était la manchette. Puis après ça, ben, on va sous-traiter aux entreprises d'économie sociale. Alors, c'est intéressant de voir que des fois, on fait Waouh, c'est fun! Mais pourquoi tout d'un coup, c'est ça? Pourquoi? Est-ce que c'est de la reconnaissance ou c'est parce qu'on est dans un contexte de coupure puis qu'on se dit, ah ben tiens, ça va le faire puis ça va nous coûter moins cher que si on payait. Mais c'est intéressant de voir, avoir ce regard critique-là et qu'il y ait des instances de contre-pouvoir, Baptiste. Ouais, intéressant. Y en a-t-il d'autres qui voudraient poser d'autres questions ou amener d'autres éléments? Je vous vois pas, fait que parlez. Oui, je peux y aller, Vas-y, Myriam. Nadine, ouais.
Oui, ben, en effet, je veux juste surfer sur le fait que tu as nommé ce qui arrive avec la prochaine danse, c'est pour moi qui est un bel exemple d'instrumentalisation, d'une fausse reconnaissance du savoir expérientiel. C'est qu'on n'est pas en train de rémunérer ce savoir expérientiel-là, on est en train de substituer les Mhm. obligations de soutien en se disant, ben voilà, la réponse va venir, mais ça devrait être en complément avec l'indexation de l'implication de nos réseaux de santé, pas en substitution. Puis pour moi, ça, c'est le meilleur exemple de ce qui pourrait arriver aussi avec un groupe d'experts de vécu ou de parents aidants à ce niveau-là. Le meilleur exemple. Merci de l'avoir soulevé. Sinon, ben, j'ai adoré quand Mélodie s'est reconnue comme une experte. Une belle experte de vécu, une belle père aidante dans sa reconnaissance, parce que c'est facile de glisser. Elle est toute adorable, justement. On a facilement la capacité d'échanger avec elle. Et effectivement, je vais revenir là-dessus parce que la hiérarchie des pères aidants vient aussi teinter la hiérarchie au sein de l'organisation du groupe de pères aidants. Fait que nous, ça nous a demandé de faire des rencontres avec nos intervenants dits reconnus professionnels à l'époque, exclusif. Donc, et de voir pour demander qui nous challenge en ce moment, quelles sont les personnes qu'on accompagne, qui nous créent des heurts internes, qui nous créent des heurts organisationnels, qui, quand que la personne arrive, on a tendance à prendre un grand respire et c'est ces personnes-là qu'on veut voir dans nos groupes d'experts. C'est pas la voie facile des groupes d'experts, c'est la voie logique qu'il faut mettre en tête et c'est là que souvent il va y avoir une espèce de heurt entre notre volonté de mettre une structure de parrainage ou d'experts de véhicules internes et la facilité d'aller vers ceux qui tendent vers juste valider ce qu'on fait déjà comme si c'était la meilleure chose qu'on est en train de faire. Ça demande une capacité, comme on dit, de sortir de la zone de confort, comme eux, ils le sortent de leur zone de confort pour venir nous accompagner, nous influencer, nous enseigner, parce qu'on parlait tantôt, Mélodie parlait d'importance d'offrir de la formation, d'accompagner, de faire de formation le parcours des parents aidants et des experts de vécu. Mais il ne faut pas oublier aussi de reconnaître leur enseignement envers nos équipes aussi, qui ont tendance à oublier ce volet-là. On devient des élèves à leur contact aussi. Puis ça, c'est des fois, c'est difficile à reconnaître. Puis on commence à peine à le faire avec les principes de stagiaires, de reconnaître qu'ils nous apportent autant qu'on leur apporte. Fait que au niveau des experts de vécu, on est encore loin de cette reconnaissance-là. Sinon, je vais aussi surfer sur l'ensemble du discours de Baptiste qui parle d'une intégration complète du savoir expérientiel au sein des groupes de professionnels. Je pense qu'on passe souvent à côté parce qu'on les met vraiment côte à côte, mais que ça soit fait partie prenante d'un tout dans un plan de stratégie de rétablissement si on parle santé mentale, mais ça peut être aussi stratégie de mieux-être là, auprès des populations qu'on a ciblées par nos missions intégrales comme organisme. Là. Ça, reconnaître cet accompagnement-là comme étant un accompagnement professionnel pour nos professionnels, ça demande beaucoup, beaucoup de capacité d'introspection organisationnelle autant qu'individuelle. Fait que de continuer à développer un sens d'équité dans l'équipe, c'est pas un signe. Dans le fond, c'est pas égal à de l'égalité. Dans le fond, c'est pas de l'égalité d'avoir des experts de vécu. Mélodie l'a bien traduit, c'est d'être capable de faire un accompagnement équitable des besoins de chacun des professionnels. Fait que oui, ça se peut qu'une personne rentre dans des conditions au travail, mais qu'on ne l'accepte pas d'un autre collègues de travail parce que c'est pas les mêmes paramètres, puis ça reste quand même équitable. Là. Fait que c'est tout cet exercice-là, ça se construit, ça se déconstruit en 10 minutes aussi. Là. Fait qu'il faut faire vraiment attention de bien le nourrir. Et le milieu de la recherche va être partie prenante des meilleures pratiques parce qu'il faut qu'on se fasse regarder quand on fait ça. Il ne faut pas juste se regarder nous-mêmes. Puis ça, je pense que c'est plus difficile. Puis j'avais pas eu le temps. J'essayais de rassembler mes idées en 15 minutes tantôt, mais on se fait accompagner aussi au niveau du milieu de la recherche aussi pour voir
on est-tu, ça coche ou on ne l'est pas, puis on part du principe qu'on ne l'est pas du tout. Donc, ça nous permet juste de nous améliorer à ce niveau-là, mais rentrer au travail, puis savoir qu'on va apprendre encore, même après 25 ans de pratique, c'est ça le plus important, mais c'est difficile à reconnaître. C'est ça, je devrais juste reconnaître que le discours faisait sens à tous les niveaux. Ouais. C'est intéressant. Puis moi, de par mon expérience depuis 25 ans, j'observe que des lieux non stigmatisants, non, avec, tu sais, je veux dire, là, on va parler beaucoup des experts dans le milieu d'itinérance, mais des lieux comme on avait d'éducation populaire où tu rentres là, puis c'est pas important ton problème. T'es Jacques. Mais Jacques peut être en maison de chambre, peut avoir des épisodes de vie où il n'y a pas de domicile fixe, il peut avoir des problèmes de santé mentale, il peut vivre l'insécurité alimentaire, mais Jacques, c'est Jacques. On est de plus en plus dans des silos de problématiques et ça stigmatise. Alors, je me pose la question sur les experts, nos savoirs expérientiels sans étiquette, là. Il y en a de moins en moins dans notre société. C'est de moins en moins ce qu'on finance. On finance beaucoup des silos. En tout cas, j'ai une réflexion sociétale là-dessus. Là. Je trouve qu'on est beaucoup dans c'est toujours des silos. En tout cas, c'était mon petit éditorial. J'ai une autre question pour vous, les panélistes. Le CREMIS développe depuis plusieurs années une foule de dossiers web qui sont un peu les portes d'entrée thématiques vers les différentes productions en lien avec des projets de recherche, des projets de mobilisation des connaissances. Puis en amont de ce dîner, on vous a demandé de jeter un œil sur le dossier qui est intitulé Par aidant et l'intervention en santé mentale. Puis l'idée c'était que votre lecture puisse un peu piquer la curiosité des milieux de pratique, des gens qui sont ici au Midi Savoir pour leur donner envie d'aller le consulter, pour se doter de repères pour intégrer les personnes avec des savoirs expérientiels dans leur milieu de travail, mais aussi de permettre aux panélistes d'avoir votre esprit critique, savoir un peu ce que vous en pensez. Puis aussi à la lumière des discussions qu'on a eues aujourd'hui. Fait que, y a-t-il des aspects sur lesquels vous aimeriez insister dans le dossier web ou des ajouts à considérer ou vos recommandations par rapport à tous ces beaux dossiers web-là du CREMIS? Je peux me permettre d'y Ah, aller. Pour faire suite, vraiment, je me suis principalement attardée à la question pourquoi dans le dossier, pourquoi intégrer du savoir expérientiel au sein des pratiques. Le dossier présenté mettait vraiment l'accent sur les éléments clés à retenir, puis je pense que ça, c'est un intérêt d'aller visualiser, entendre, comprendre ce que Baptiste explique, mais ce que les experts aussi expliquent dans les vidéos ou dans le dossier. Les trois notions que vécu, savoir expérientiel puis compétence, c'est trois choses totalement différentes. Mais ils peuvent être amalgamés dans la même personne. Fait que de comprendre ces distinctions-là peut nous permettre aussi de mieux cibler comment intégrer une personne au sein d'une organisation parce qu'on va distinguer, c'est pas parce que la personne a du vécu que son savoir expérientiel peut lui permettre de développer des compétences d'accompagnement non plus. Fait que tout cet enjeu-là aussi pour faire valoir, mais ça permet aussi d'outiller tant les gestionnaires d'organisation conseil d'administration, équipe de travail pour présenter la plus-value. Puis c'est le genre de choses qui fait aussi caisse de résonance chez les bailleurs de fonds aussi, d'être capable d'expliquer cette espèce de passage-là entre les trois concepts, là. Donc, j'ai vraiment trouvé très intéressant. Je vous invite à y aller particulièrement sur cet élément-là si l'intégration de groupes d'experts ou de parrainage vous intéresse parce que c'est très fort en explication sur la pertinence et sur l'apport que ça a au sein des organisations. Fait que pour moi, ça, c'était clairement ce que je voulais souligner, là, que j'avais trouvé important là, au sein du dossier en particulier, là, bien que j'ai tout lu le reste, mais tout valait la peine, mais ça, a retenu particulièrement mon attention. merci. Alors là, je vois plein de mains levées. Avant ça, peut-être Mélodie, excuse-moi. Puis Baptiste, je vous laisserai compléter cette question-là. Puis après ça, on va passer à la période des questions de tout le monde.
Et moi, je me suis absentée 2 fois, là. Je me fais livrer mes médicaments. Ça a mal tombé. Dans le vidéo, il y a Martin Lepage qui dit je leur parle comme je parle à n'importe qui. J'ai une habitude de mettre ça. Pas besoin. Euh, Puis je pense que je parle à eux comme je parle à n'importe qui. Quand j'ai entendu ça, c'est comme, c'est ça, c'est tout. C'est comme quelqu'un qui est tombé dans l'eau, qui a des problèmes de santé mentale ou quoi que ce soit, ça peut tellement être n'importe qui, là. C'est comme, il y a tellement de monde que j'ai vu que c'est comme, ah, il y a eu un accident, puis il s'est fait prescrire des opiacés, puis la gestion, s'est mal faite avec le médecin à la fin, puis maintenant, ben, tu sais, c'est une personne qui s'injecte, tu sais. Je veux dire, ça peut tellement arriver à n'importe qui, puis je trouve que de nommer ça comme ça, je parle à eux comme je parle à n'importe qui, c'était vraiment parfait. Puis c'est aussi intéressant de voir pas juste les parents en parler, mais tu sais, les autres. Moi, j'ai bien aimé savoir comme les deux envers de la médaille puis tout. Moi, j'aurais bien aimé qu'il dure 1 heure, la vidéo. Fait que c'est ça. Merci. Tu donnes le goût d'aller l'écouter. Ah, il est cool. Rapidement, Baptiste, veux-tu nous dire quelque Non, chose? c'est beau, merci. C'est Je suis beau? curieux de ce qu'il y a dans la J'entends. salle, là. Parfait. Alors, Naomi, veux-tu nous dire en ordre de qui, et on laisse la parole aux gens dans la salle. Oui, en fait, il y a peu de questions directement dans la salle. Il y a beaucoup d'éloges, finalement, dans le chat, pardon. Donc, en priorité, je donnerai parole à Louis-Philippe Gingras parce que il vient de baisser la... Non, non, ça va, je la baissais parce que je m'apprêtais à Ah, OK, prendre la parfait. parole. Allez-y. Ben, il y a tellement de choses sur lesquelles je veux le goût de rebondir. Merci aux 3 personnes qui ont parlé. Moi, je veux juste appuyer ce que Mélodie dit sur la question des coupures. Moi, je travaille au niveau dans le secteur public, puis c'est pas évident. Moi, je suis chanceux, là, j'ai un beau poste à 28 heures au CHUM présentement en clinique PEP. Mais j'ai commencé à travailler comme parent aidant, moi, quand je travaillais sur les équipes SIM, suivi intensif en milieu. C'était vraiment chef de file, là, les équipes SIM, CIV, pour l'intégration des parents aidants, avec peut-être les cliniques PEP qui avaient un petit peu de recul, mais qui ont pris le lead. Puis, ben, ce qui se passe présentement, là, c'est que, tu sais, vraiment, il y a peut-être 10 ans, on voulait avoir un parent aidant à chaque équipe SIM. Puis là, on passe à un modèle où est-ce on engage un père aidant pour 3, des fois 4 équipes SIM pour desservir tout un CIUS de Montréal, puis en région probablement pour couvrir des énormes territoires. Puis ce qui me fâche encore plus, c'est l'hypocrisie souvent qui est utilisée pour dire ah, ben non, mais c'est pour vous préserver comme père aidant pour alléger vos tâches. Comme ça, vous allez vraiment faire 100% de la paire aidance. Vous ne ferez pas de med drop ou de trucs comme ça. Tu sais, moi, est-ce qu'on a été consulté? Parce que si on est consulté, souvent, les tâches autres que partage de vécu à 100%, ça allège notre travail. Ça fait en sorte qu'on n'est pas 100% dans le partage de vécu. Fait que fait qu'il faut se consulter. Tu sais, voilà, je trouve qu'on est peu consulté. Puis pour donner complètement l'envers de la médaille, pour dire qu'il y a des belles choses qui se passent, ben, dans les cliniques PEP, il y a de la recherche, il y a un programme de système apprenant qui est vraiment pour l'intégration des parents aidants. Ça s'appelle PERPEP, pour l'intégration des parents aidants. Fait qu'il pourrait avoir une conférence. Il y a le docteur Amal Baki qui travaille là-dessus depuis plusieurs années. Puis là, c'est vraiment le fun. Ça nous donne accès à des outils de formation, un paquet de trucs que j'aurais absolument aimé avoir quand je suis arrivé dans le système de la santé, parce que c'est quand même des grosses bottines à chausser. Voilà, ça, c'était mon introduction de questions. Ma question, c'est pour Mélodie. J'ai beaucoup aimé que tu parles d'approcher des personnes qui sont, comment dire, plus au début dans leur établissement. Moi, c'est ça qui m'a amené. C'est des intervenants qui sont venus me chercher pour donner des témoignages dans des groupes parents, dans des groupes de soutien. C'est ça qui m'a amené vers la paraidance. Fait que je serais curieux si tu avais des cues à donner à tout le monde sur comment approcher ces personnes-là, comment bien le faire, puis qu'est-ce qu'il faut avoir en tête quand on approche des personnes pour la première fois.
Euh, une des choses que je trouve vraiment important quand on intègre des personnes, mettons à Lac-Sud, c'est que qu'est-ce qui est sur le CV, puis qu'est-ce que la personne me dit. Si c'est pas ce qu'on veut, si c'est pas ce qu'on recherche, de pas faire perdre de temps à la personne, de pas lui donner des faux espoirs, puis des fois on va passer des personnes en entrevue, mais je pense qu'il faut être super clair avec qu'est-ce qu'on a de besoin, puis parce que un des enjeux que je trouve vraiment le plus difficile, c'est quand on met quelqu'un un peu en situation d'échec. Mettons, on engage quelqu'un pour le poste de communication, par exemple. Puis, la personne n'a pas d'expérience là-dedans, n'est pas super à l'aise avec mettons, le français, c'est quelqu'un qui parle anglais. Comme peut-être qu'on a un autre poste pour cette personne-là, puis des fois on a des coups de cœur, puis on est comme on veut vraiment engager la personne, on est comme on va attendre qu'il y ait un autre poste ou on va ouvrir des heures pour la personne, on va lui proposer quelque chose d'autre. Je pense vraiment que faut vraiment qu'on fasse attention à ça, de pas mettre les personnes en échec, puis aussi quand quelqu'un arrive dans nos équipes, moi je vous proposerais, si c'est la première fois que vous prenez quelqu'un dans votre équipe, de nous inviter soit à Lac-Sud ou des organismes qui travaillent déjà avec des parents aidants depuis longtemps pour montrer un peu comment faire un accueil. Puis toi, je me rappelle, là, il y a 14 ans, la première fois, je suis rentrée au GIAP, puis je arrivée à Cactus, puis avant que ça soit un échange avant que ça soit un SIS, comme on savait pas trop où me placer, puis tout, puis maintenant, on a toutes ces années-là d'expérience pour aider les nouvelles personnes qui arrivent. Puis, comme, je pense vraiment qu'il faut être flexible au début. Puis, moi, ce qui a fait que le monde a eu, genre, le meilleur, mettons, résultat, c'est quand je les ai aidés à aller chercher leur carte des jardins. Je suis allée leur aider à, les trucs de base. Puis après ça, on part avec quelque chose. Puis, souvent, la personne, quand elle est encore en train de consommer, on a besoin la personne va arriver puis elle va avoir vécu beaucoup de choses pendant la nuit, la journée passée. Je trouve que c'est important de prendre un genre de 10-15 minutes avec les personnes, leur parler un petit peu au début de la journée, pour qu'ils puissent se déposer puis faire leur travail, si c'est possible, bien sûr. Puis, en tout cas, je pourrais en parler longtemps, mais il y a aussi la IDQ qui fait des nouvelles formations pour l'intégration des pairs avec résonance. D'abord, merci pour la présentation. Moi, en fait, je suis travailleur social là, dans la région du Bas-Saint-Laurent, à maîtrise en travail social là, à Lucar, à Rimouski. Puis mon sujet concerne, dans le fond, s'intéresser au rétablissement des personnes qui sont hospitalisées sur notre territoire en contexte de premier épisode psychotique. Et puis, j'ai moi-même un savoir expérientiel ayant vécu 2 épisodes psychotiques, puis tout ça. Fait que je me demandais si vous avez des conseils un peu dans la même optique de dire en recherche, c'est quoi la place que vous croyez que ça peut et ça doit avoir concrètement? Et puis, tu sais, sachant que au Bas-Saint-Laurent, dans ma région, on veut s'intéresser aussi à ce que les personnes ont eu ou pas des interventions par la paraidance, mais c'est très, on va dire, limité dans ma région. Fait que je me questionne si vous auriez des conseils à me donner, tu sais, afin dans ma recherche tu sais, un peu comme Mélodie disait tantôt, là, oui, OK, ça fait 10 ans que je suis stable, mais la personne qui débute, mettons, dans son premier épisode psychotique pour différentes raisons, ben, elle a une place aussi importante que ce que moi je peux dire. Fait que je me questionne parce que des fois, puis là, c'est peut-être que ça va faire résonance pour certains, quand on veut aller dans la crédibilité au niveau des recherches, au niveau, tu sais, de présenter ça au CIS, de présenter ça à mon établissement scolaire, les opinions sont un peu divisées à savoir, oui, Hubert, vas-y, mets ça de l'avant, il y a des approches qui sont faites pour ça en recherche, ou non, tu sais, tu dois présenter un cadre plus. Fait que, tu sais, ayant ce chapeau, oui, de travailleur social depuis quelques années, en sentimental, mais aussi le chapeau du savoir expérientiel, je suis comme un peu tiraillé des fois là-dedans, puis je me demandais si certains d'entre vous avaient des conseils à prodiguer dans cette optique ou une vision à partager qui pourrait nourrir ma réflexion. On n'aura peut-être pas le temps là, aujourd'hui, là, mais en tout cas, c'est ça ma question.
Il y a la question de Hubert. Merci Hubert. Puis il y en a une autre d'Alain-Antoine Courchaine. On va les prendre les deux. Puis on va laisser après les panélistes répondre. Alors, dans le chat, Alain-Antoine qui dit, j'aimerais bien entendre les ou la panéliste sur les potentiels processus gagnants propres à la déhiérarchisation intra-expert de vécu au sein d'une organisation. Il y en a un qui veut se lancer. Une ou deux. Je peux y aller rapidement si tu veux, Myriam. Pour ce qui est de la première question, c'est aussi à Hubert, c'est de se questionner, est-ce qu'on veut mettre de l'avant le partage de vécu entre personnes ou vraiment intégrer la notion d'expertise et de savoir expérientiel au sein de l'accompagnement? Je pense que quand on se pose ces questions-là aussi, dans un processus de recherche, ça permet peut-être aussi d'aller explorer, c'est-à-dire peut-être les personnes n'ont pas le sentiment présentement d'être capables d'accompagner, mais pourraient être présentement utile pour eux de partager, dans le fond, leur vécu pour bien orienter le processus d'intégration d'experts de vécu. Fait que peut-être qu'en 2 temps, dans un projet de recherche, ça pourrait être intéressant de dire, ben, la personne qui est dans ses premiers épisodes ou et qui n'est pas encore dans une bonne intégration de rétablissement, mais elle vient de s'installer dedans, mais qu'est-ce qu'elle a besoin, qu'est-ce qu'elle voudrait recevoir comme information et tout ça. Puis peut-être en 2e temps, dans un plan de recherche, suite à ça, comment intégrer la personne dans un processus d'accompagnement en transfert de savoir expérientiel, là. Peut-être, si ça se fait comme ça peut permettre aussi de justifier un temps aussi plus long au projet de recherche à ce niveau-là, puis une pertinence dans l'échantillonnage des personnes choisies. Ça, puis pour la deuxième question, par rapport à la déhiérarchisation, excusez-moi, ce mot-là, ben, dans les faits, c'est de poser la question aussi aux personnes, quand que les personnes font une hiérarchie à l'interne, c'est de dire, puis des fois, ça va arriver au sein des groupes d'experts, c'est de dire, ah, tu sais, ah, cette personne-là, on veut moins la voir, ah, j'ai plus de difficultés, tout ça, puis de renvoyer, dans le fond, la minute à dire, ben toi, comment tu souhaitais être accueilli quand on t'a accueilli? Il y a des gens qui peut-être disaient ça, peut-être même c'était nos professionnels de divers zones qui le disaient. Fait que des fois, c'est de remettre au cœur, au lieu de réfléchir les réponses nous-mêmes, là, c'est de remettre au cœur des discussions avec les personnes qu'on souhaite intégrer ou qu'on voudrait voir intégrer certains services de savoir expérientiel à ce niveau-là. Je laisse la place à mes autres, je ne vais pas parler plus longtemps. Baptiste, En vas-y. 1 minute 30, en fait, il y a un parallèle intéressant entre le milieu de la recherche et le milieu de l'intervention, notamment institutionnel, qui sont tous les deux traversés par un positivisme, alors qui s'exprime de la même manière, c'est qu'on voit l'expérience comme une source de biais et de danger, aussi bien dans l'intervention où il faudrait cacher, ne pas révéler, parce que bien sûr, projection, identification, sympathie, empathie enfin sympathie plutôt qu'empathie, pas de bonne distance, etc. Et en recherche, la même chose, ça a été vu vraiment. La bonne nouvelle, c'est que dans les deux, aussi bien en recherche qu'en intervention, il y a des brèches là-dedans. Dans l'intervention, il y a des formations sur l'expertise ça s'appelle Professional by Expertise ou by Experience. Donc, tu as vraiment une voie de formation qui de plus en plus valorise la mobilisation des savoirs issus du vécu par les professionnels dans l'intervention. Et en recherche, bien sûr, ça fait quand même depuis longtemps qu'on a des façons de faire de la recherche, notamment apportées par les courants féministes, qui parlent de l'expérience vécue, des rapports de pouvoir, des rapports d'oppression, pour bâtir, comme étant une position légitime pour voir le monde et bâtir des connaissances. Donc bâtir des connaissances à partir de son expérience, sans en rester à son expérience, mais à partir de son expérience. Donc je pense qu'il y a des voies de passage pour les deux, mais les tendances sont lourdes. Donc il faut trouver des alliés et puis pas essayer de faire ça tout seul dans son coin. Merci. Merci beaucoup. Écoute, Merci beaucoup. Noémie, je te cède la parole, le mot de la fin. Non, Oui, merci Myriam pour l'animation, puis nos panélistes, merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui, la qualité des échanges avec les participants aussi. Merci tout le monde.